Bonjour, nous allons corriger dans cette vidéo l'exercice 3, modélisation d'un détecteur capacitif d'humidité, de l'épreuve du baccalauréat de physique-chimie, sujet 2 du 21 mars 2023. Vous trouverez la correction des autres exercices de cette épreuve dans notre chaîne YouTube et j'ai aussi mis les liens en bas de la vidéo. Alors, correctement calibré, un système d'arrosage automatique de végétaux permet un arrosage homogène à un moment opportun et sans gaspillage d'eau. À cet effet, il peut être déclenché grâce à l'utilisation d'un détecteur capacitif d'humidité du sol. Et donc l'objectif de cet exercice est d'étudier une modélisation simple d'un détecteur capacitif d'humidité, puis de l'utiliser pour illustrer le principe d'une mesure de la teneur en eau d'un sol. Alors le détecteur capacitif est modélisé par un condensateur plan dont la capacité C varie en fonction de l'humidité du sol ou bien la teneur en eau. Et donc il est constitué par deux plaques ou bien armatures métalliques de surface identique S. Ils sont les deux plaques séparées par une distance petit d et plantées dans un sol de permittivité epsilon. Alors la capacité C en farad du condensateur s'exprime en fonction de la surface S en mètres carrés de ces armatures, de la distance D en mètres qui les sépare et d'un paramètre caractéristique du sol appelé permittivité epsilon en farad mètre-1 du sol par la relation C égale epsilon fois S divisé par la distance. On appelle teneur en eau le pourcentage volumique d'eau dans le sol, c'est-à-dire pour un volume bien déterminé du sol, j'ai combien de volume en eau. On présente la courbe de la permittivité epsilon d'un sol argileux en fonction de sa teneur en eau. Et donc on remarque bien que la permittivité epsilon augmente lorsque la teneur en eau augmente. Alors, il nous demande dans la première question de prévoir qualitativement le sens de la variation de la capacité C du détecteur capacitif d'humidité quand la teneur en eau d'un sol argileux augmente. Alors, je n'ai pas une relation directe entre la capacité C du détecteur et la teneur en eau d'un sol argileux. Mais qu'est-ce que j'ai comme donnée? J'ai tout d'abord la formule C qui est égale à epsilon fois S divisé par D. Et donc à partir de cette formule, je peux déduire que la capacité est proportionnelle à la permittivité epsilon. Et donc lorsque epsilon augmente, la capacité C augmente. Et d'autre part, j'ai la courbe d'évolution de la permittivité en fonction de la teneur en eau. Donc maintenant, je peux faire le lien entre la capacité C et la teneur en eau par l'intermédiaire de la permittivité. Et donc, en observant la courbe d'évolution, on déduit que quand la teneur en eau d'un sol argileux augmente, alors sa permittivité epsilon augmente. Et donc, on peut déduire maintenant que la capacité C du condensateur augmente avec la teneur en eau du sol. Alors, le condensateur de capacité C modélisant le détecteur est branché en série avec un générateur délivrant une tension constante E, un interrupteur K et un conducteur ohmique de résistance R. Le circuit ainsi constitué est modélisé par un circuit de type RC représenté ci-dessous. Donc voilà mon circuit. J'ai le générateur de tension, l'interrupteur K, le condensateur ou bien le détecteur capacitif d'humidité et la résistance R. Alors à la date t égale 0, le condensateur est déchargé, on ferme l'interrupteur. Donc condensateur déchargé, cela veut dire que la tension à la date t égale 0 est égale à 0 volts. Alors on souhaite établir l'expression de la tension UC en fonction du T aux bornes du condensateur. Avant de passer à la question suivante, on va faire un rappel sur les notions de base des éléments qui constituent un circuit électrique. Alors un circuit électrique est composé de divers dipôles
qui interagissent pour créer et utiliser l'énergie électrique. Parmi ces dipôles, on trouve le dipôle générateur et le dipôle récepteur. Le dipôle générateur est une source d'énergie électrique et donc il fournit de l'électricité au circuit électrique. La convention générateur dans ce cas considère le courant électrique I comme sortant dans le dipôle. Et donc la flèche représentant la tension aux bornes du générateur doit être dans le même sens que celle qui représente l'intensité de courant. Alors, de l'autre côté, on trouve le dipôle récepteur qui convertit l'énergie électrique fournie ou bien formée par le générateur en une autre forme d'énergie. Et donc la convention récepteur considère le courant qui traverse le récepteur comme entrant dans le dipôle. Et donc la flèche représentant la tension aux bornes du récepteur doit faire face à celle qui représente l'intensité du courant. Explorons maintenant la différence entre le générateur de courant et le générateur de tension. Le générateur de courant fournit un courant électrique constant dans le circuit indépendamment de la charge connectée. Donc c'est comme un robinet d'eau débitant en continu, émettant un flux ininterrompu d'eau, peu importe la taille du réservoir. Le symbole utilisé pour le générateur de courant, c'est un cercle avec une ligne verticale. D'un autre côté, on trouve le générateur de tension qui maintient une tension constante dans le circuit, indépendamment de la charge connectée. Imaginez cela comme une batterie qui maintient une tension constante pour alimenter divers dispositifs. Le symbole utilisé pour le générateur de tension, donc c'est un cercle avec une ligne horizontale. Un circuit RC est composé d'un générateur de tension et de deux récepteurs. On trouve le dipôle résistor. Comme son nom l'indique, il résiste au passage du courant électrique. Et donc dans ce cas, la tension UR appliquée à ces bornes est directement proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Donc conformément à la loi d'Ohm qui s'exprime sous cette forme, UR égale I fois R avec UR c'est la tension en volts à travers le résistor, I c'est l'intensité du courant en ampères circulant dans le résistor et R c'est la résistance en ohms du résistor. D'autre part, on trouve le condensateur qui stocke et libère de l'énergie électrique sous forme de charge électrique lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Et donc dans ce cas, la tension appliquée à ces bornes est directement proportionnelle à la charge ou bien la quantité de charge qu'il accumule lorsqu'il est parcouru par le courant I. Alors on définit dans ce cas la capacité C du condensateur exprimée en farad comme le coefficient de proportionnalité entre la charge Q et la tension UC. Et donc dans ce cas, Q égale à C, la capacité, fois la tension aux bornes du condensateur. On sait aussi que l'intensité électrique, I, qui traverse le circuit, représente le débit de charge. Et donc mathématiquement, I, c'est la dérivée de la charge Q par rapport à T. Et donc, si je remplace Q par son expression C fois UC, je trouve que l'intensité de courant, dans le dipôle condensateur, est égale à C fois dérivée de UC par rapport à T. Voilà. Je vous propose aussi un rappel sur la loi d'Émaille qui est utilisée dans le domaine des circuits électriques pour établir une relation mathématique concernant les tensions au sein d'une maille. Commençons tout d'abord par l'énoncé de la loi. Donc, dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle. Donc, cela signifie qu'en parcourant la maille, tout en faisant attention au sens des tensions électriques, pour chaque élément de cette maille, la somme algébrique des tensions sera égale à 0.
Alors, on va prendre ce schéma comme exemple, qui est un circuit fermé. Les tensions aux bornes des éléments du circuit sont représentées par les flèches rouges et le sens de la maille est représenté par la flèche courbée verte. Donc bien sûr ici, le sens de la maille est choisi d'une manière arbitraire. Alors, en suivant la flèche verte et en faisant attention au sens, donc on peut écrire la loi des mailles sous cette forme. Donc j'ai plus U moins UR2 moins UR1 est égal à 0. Et donc on a utilisé un signe plus positif lorsque la tension est dans le même sens de la maille. Donc ici, la tension U aux bornes du générateur est dans le même sens que celui de la maille, donc je vais ajouter un signe plus. Et on a utilisé un signe négatif lorsque la tension est dans le sens opposé de la maille. Ici, les tensions aux bornes des résistors est dans le sens opposé, voilà, que celui de la maille. Et donc on va ajouter un signe moins devant les tensions dans la loi des mailles. Alors on passe à la deuxième question, montrer que la tension aux bornes du condensateur obéit à l'équation différentielle ci-dessous. Taux fois dérivée de UC par rapport à T plus UC est égal E. Et exprimer littéralement le temps caractéristique taux du circuit en fonction de R et de C. Alors pour trouver cette équation différentielle, je vous conseille de suivre ces trois étapes. Dans la première étape, on va appliquer la loi des mailles dans le circuit. Donc voilà notre circuit. Je vais choisir un sens arbitraire de la maille, par exemple ce sens. Voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme des tensions, la somme algébrique des tensions est nulle. Et donc j'ai la tension E qui est dans le même sens que celui de la maille, et les tensions UR et les tensions UC qui sont dans le sens opposé de celui de la maille. Et donc, comment je vais écrire la loi des mailles? Je vais écrire plus E moins UR moins UC est égal à 0. Donc, un simple réarrangement, je vais trouver que UR plus UC est égal à E. Et donc, on passe à la deuxième étape où on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes de la résistance. Donc, je sais que la tension aux bornes de la résistance est directement proportionnelle à l'intensité du courant. Et donc, la loi d'Ohm, UR, est égale à R fois l'intensité de courant. Et donc, je vais remplacer UR dans la loi des mailles par l'expression R fois I. Et donc, R fois I plus UC est égal à E. Et donc on passe maintenant à la troisième étape où on va appliquer la relation aux bornes du condensateur. Donc relation dans le condensateur, j'ai I qui est égal à C fois dérivée de UC par rapport à T. Et donc qu'est-ce que j'ai? Je vais remplacer donc I dans la loi des mailles par C dérivée de UC par rapport à T. Et donc comme ça, je vais obtenir l'équation différentielle. Donc R fois C fois dérivée de UC par rapport à T plus UC est égal à E. Donc voilà, j'ai trouvé l'équation différentielle sous la forme demandée. Et donc par identification, je peux dire que taux, ce coefficient, est égal à R fois C. Donc la caractéristique du temps, taux est égal à R fois C. Dans la question 3, il nous demande de vérifier que la fonction uc de t, qui est égale e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, est solution de cette équation différentielle qu'on a établie dans la question précédente et qu'elle satisfait à la condition imposée à la date t égale 0 secondes. Donc voilà notre équation différentielle avec uc de t, la tension aux bornes du condensateur, et il nous demande de vérifier que cette fonction proposée
vérifie l'équation différentielle. Et donc pour cela, il faut montrer que la somme taux fois dérivée de UC par rapport à T plus UC est égale à E. Et donc il faut tout d'abord calculer taux fois dérivée de UC par rapport à T. Alors, la fonction UC de T est égale à E fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. Et donc, sa dérivée par rapport à T est égale à E, la constante, fois la dérivée de 1 moins la dérivée de exponentielle moins T sur taux. La dérivée de 1, c'est 0, moins la dérivée de exponentielle moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux fois exponentielle moins T sur taux. Et donc, c'est moins 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Et donc, dérivée de UC par rapport à T est égale à E sur taux exponentielle de moins T sur taux. Alors, taux maintenant fois dérivée de UC par rapport à T est égal à E fois exponentielle moins T sur taux. J'ai calculé alors et j'ai trouvé l'expression de taux fois dérivée de UC par rapport à T. Donc je peux faire maintenant la somme. Donc je vais ajouter à cette expression UC de T. Et donc, taux fois dérivée de UC par rapport à T plus UC égale à E fois exponentielle moins T sur taux plus E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Je vais développer cette parenthèse et donc ça donne E exponentielle moins T sur taux plus E moins E exponentielle moins T sur taux. Alors, je peux simplifier ces deux termes, E exponentielle moins T sur taux et moins E exponentielle de moins T sur taux. Et donc ça donne finalement grand E. Donc voilà, j'ai vérifié que cette solution, bien cette fonction, est une solution de l'équation différentielle puisque la somme de taux fois dérivée de UC par rapport à T plus UC est égale à E. Et donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la fonction proposée est bien solution de l'équation différentielle. Nous sommes encore dans la question 3 parce qu'il demande aussi de vérifier que la fonction, la solution de cette équation, satisfait à la condition imposée à la date t égale 0 secondes. Et donc je vais calculer UC à la date t égale 0. Donc UC lorsque t égale 0 est égal à E fois 1 moins exponentielle de moins 0 sur taux. Donc exponentielle de moins 0 sur taux, c'est exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est 1. Et donc est égal à E fois 1 moins 1 est égal à 0 volts. Et donc ce résultat est en accord avec la condition initiale parce que à la date t égale 0, on a dit que le condensateur est déchargé, c'est-à-dire UC à la date t égale 0 est égal à 0 volts. Et donc cette solution satisfait à la condition initiale. On passe alors à la question 4. Montrer que la valeur de UC à la date t égale taux et approximativement UC de taux est égal à 0,63 fois E. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer t dans l'expression de UC de t par taux. Donc UC de taux est égal à E fois 1 moins exponentielle moins taux sur taux est donc égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins 1. Alors, si on fait le calcul de 1 moins exponentielle de moins 1, on va trouver approximativement 0,63. Et donc, AT égale taux, UC de taux est égal à 0,63 fois E. La mesure du temps caractéristique du circuit RC permet d'accéder à la valeur de la teneur en eau du sol.
Cette mesure est réalisée à l'aide d'un microcontrôleur connecté au circuit RC décrit ici dessus. Il permet entre autres de commander des alternances charge-décharge du condensateur, de mesurer la tension aux bornes du condensateur et d'afficher après calcul la valeur de la teneur en eau. Alors, pour déterminer le temps caractéristique du circuit RC, on enregistre l'évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur à l'aide d'un microcontrôleur. Celui-ci relève 52 000 valeurs de la tension par seconde. C'est-à-dire par seconde, il mesure 52 000 valeurs de la tension aux bornes du condensateur. Alors, pour que la mesure est suffisamment précise, on doit disposer d'au moins 10 valeurs de tension aux bornes du condensateur avant d'atteindre le temps caractéristique du circuit. Et donc il faut faire ou bien effectuer 10 valeurs de la tension aux bornes du condensateur pour atteindre le temps caractéristique. Et donc il nous demande la question 5 de montrer que le temps caractéristique taux du circuit RC doit être au minimum de l'ordre de 200 microsecondes. Alors d'après l'énoncé, le microcontrôleur relève 52 000 valeurs de la tension par seconde. Et donc le microcontrôleur, il effectue pendant une seconde 52 000 valeurs. Et donc l'appareil mesure les tensions aux bornes du condensateur à une fréquence f qui est égale à 52 000 Hz. Et donc admet qu'en période, la période t qui est égale à l'inverse de la fréquence, et donc c'est 1 sur 52 000 qui est égal à 1,92 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Si je veux convertir cette valeur en microsecondes, je vais multiplier fois 10 à la puissance 6. Donc fois 10 à la puissance 6, on va trouver 19,2 en microsecondes. Alors, on nous donne comme information qu'il faut disposer d'au moins 10 valeurs de tension aux bornes du condensateur avant d'atteindre le temps caractéristique du circuit RC. Et donc, qu'est-ce que je peux déduire? Que les 10 mesures nécessaires pour déterminer tout sont prises en 10 périodes, en 10 T. Et donc, taux minimal, ça sera 10 fois T, et donc c'est 10 fois 19,2 qui est égal à 192 microsecondes. Et donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Que la constante taux doit être au minimum de 200 microsecondes. Alors le condensateur possède les caractéristiques géométriques suivantes. S, la surface des deux plaques métalliques, qui est égale à 1,0 fois 10 moins 1 mètre carré, et D, la distance qui les sépare, qui est égale à 1,0 fois 10 moins 2 mètres. La valeur de la résistance R du circuit est R égale 2,2 fois 10 à la puissance 5 ohm. Alors, question 6, à l'aide de la contrainte sur le temps caractéristique taux du circuit RC, déterminer la teneur minimale en eau d'un sol argileux qu'il est possible de mesurer avec ce dispositif. Et donc, il nous demande de trouver la teneur minimale en eau à partir de la constante taux minimale. Je n'ai pas une relation entre le temps caractéristique taux et la teneur en eau. Mais qu'est-ce que j'ai? Je sais que la constante taux est fonction de la capacité C, puisque taux c'est R, la résistance du circuit, fois la capacité C. Et je sais que la capacité C dépend de la permittivité, epsilon, puisque C égale epsilon fois la surface divisé par la distance. Et qu'est-ce que j'ai aussi comme donnée? J'ai l'évolution, bien la courbe d'évolution de la permittivité epsilon en fonction de la teneur en eau. Donc voilà, j'ai trouvé mon chemin. À partir de la constante minimale taux, je peux accéder à la teneur minimale en eau.
Donc, dans la question précédente, on a dit que la constante taux doit être au minimum de 200 microsecondes. Et donc, taux, il est strictement supérieur à 200 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Je vais remplacer taux maintenant par R fois C. Donc, R fois C est supérieur strictement à 200 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Ensuite, je vais remplacer C par epsilon fois S divisé par la distance. Et donc, R epsilon S divisé par la distance est supérieur strictement à 200 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Et donc, la permittivité epsilon, elle est strictement supérieure à la distance D divisée par RS fois 200 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Et donc, application numérique, epsilon, elle est strictement supérieure à 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 fois 200 fois 10 à la puissance moins 6 divisé par la résistance qui est égale à 2,2 10 à la puissance 5, 2,2 fois 10 à la puissance 5 fois la surface S qui est égale à 1,0 fois 10 à la puissance moins 1. Donc 1,0 fois 10 à la puissance moins 1. Donc ça donne une valeur de 9,1 fois 10 à la puissance moins 11 farad mètre moins 1. Donc on a dit que la permittivité epsilon minimale epsilon est égale à 9,1 fois 10 à la puissance moins 11 farad mètre moins 1. Alors, donc je vais essayer maintenant de trouver à partir de la courbe d'évolution de la permittivité en fonction de la teneur en haut minimale. Donc si je regarde ici l'échelle des permittivités est multipliée fois 10 à la puissance moins 10 farad mètre moins 1. Et donc il faut transformer cette écriture en 10 moins 10. Et donc epsilon minimum est égal à 0,91 fois 10 à la puissance moins 10 farad mètre moins 1. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire une simple projection sur la courbe. Je vais prendre la valeur 0,91, voilà. Et par lecture graphique, je vais trouver que la teneur en haut est égale presque à 14,5%. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? En utilisant la figure 2, on obtient une teneur en haut minimale de 14,5%. Le microcontrôleur réalise un traitement automatique des données s'appuyant sur un programme écrit en langage Python dont une partie est donnée ci-dessous. Donc voilà l'extrait du programme. Et pour savoir l'utilité de ce programme, il faut voir la dernière instruction. Donc, et qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Donc le résultat de la dernière instruction, c'est affichage d'une valeur sur l'écran. Et donc c'est print, c'est-à-dire écrire, valeur de taux en millisecondes. Et donc le rôle de ce programme est de déterminer et calculer la valeur de la constante du temps en millisecondes. Alors allez maintenant voir comment il fonctionne. Donc le titre du programme c'est arrosage automatique pour un sol argileux. Donc on va définir E qui est égal à 5 volts. Donc ça c'est la tension délivrée par le générateur de tension. La tension aux bornes du condensateur est égale 0. Ça c'est la tension à la date t égale 0 puisque le condensateur est déchargé. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai TI qui est égal time.time. Donc ça c'est la définition de l'instant initial où le programme va commencer. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai une boucle while. Alors la commande while associée à une condition permet de créer une boucle qui répète la liste d'instructions qui suit tant que la condition est satisfaite. Donc c'est quoi l'instruction suivante? C'est transformer la mesure de microcontrôleur en tension. C'est-à-dire on va
mesurer la tension suivante. Et puisque le but du programme est de trouver la valeur de taux, la constante du temps, donc la boucle s'arrête lorsque la tension aux bornes du condensateur et il atteint la valeur de la tension lorsque T égale taux. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque T égale taux, UC égale à 0,63 fois E. Et donc la condition de la boucle while, c'est E, c'est que la tension aux bornes du condensateur est inférieure à 0,63 fois E. Donc, tant que la tension aux bornes du condensateur est inférieure à cette valeur, je vais passer à la mesure suivante. Une fois j'atteins cette valeur, 0,63 E, la boucle s'arrête et on va mesurer l'instant final. Donc TF égale time, point time. Ensuite, la valeur de taux, ça sera T final moins T initial. Et finalement, le programme va afficher la valeur de taux en millisecondes. Alors question 7, indiquez l'objectif final de cet extrait de programme. Donc comme on a dit, cet extrait de programme permet de déterminer la valeur de la constante de ton taux. On passe à la question suivante. Recopier la ligne 5 du programme sur la copie et compléter la condition sur la valeur de la tension aux bornes du condensateur. Et donc on a dit que la boucle while va se répéter tant que la tension aux bornes du condensateur est inférieure à 0,63 fois E. Et donc la ligne 5 du programme, while tension inférieure à 0,63 fois E. Ensuite alors, le détecteur est inséré dans un sol argileux. Dans ce type de sol, la teneur en eau doit être comprise entre 24% et 38% pour qu'une plante puisse y avoir une croissance normale. Alors le programme renvoie le résultat suivant, valeur de taux en millisecondes, c'est 0,2867, etc. Et donc, il nous demande dans la dernière question de déterminer si la teneur en eau mesurée dans ce sol argileux est suffisante pour y assurer une croissance normale d'une plante. Alors, donc le microcontrôleur a mesuré taux qui est égal à 0,287 microsecondes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour trouver alors la teneur en eau à partir de la constante du temps? Donc j'ai pas une relation, donc comme on a dit précédemment, j'ai pas une relation directe entre taux et la teneur en eau, mais je sais que taux c'est R fois C et C c'est epsilon fois la surface divisée par D, et donc taux égale R fois epsilon fois S divisé par D, et donc la permittivité du sol qui dépend de la teneur en eau égale à quoi? Est égale à taux fois D divisé par R fois la surface S. Et donc, pour le sol mesuré, qu'est-ce que j'ai? On va faire l'application numérique. Epsilon égale taux, c'est 0,287, c'est en millisecondes. Donc, il faut la convertir en secondes en multipliant fois 10 à la puissance moins 3. Donc, 0,287 fois 10 à la puissance moins 3 fois la distance D, 1,0 fois 10 à la puissance moins 2, le tout divisé par 2,2 fois 10 à la puissance 5, ça c'est la résistance, fois la surface S qui est 1,0 fois 10 à la puissance moins 1, et on va trouver une valeur de 1,3 fois 10 à la puissance moins 10 farad mètre moins 1. Alors on a trouvé que epsilon est égal à 1,3 fois 10 à la puissance moins 10 farad mètre moins 1. Et donc pour trouver la valeur de la teneur en eau à partir de la permittivité, il suffit de faire une simple projection sur la courbe d'évolution. Alors je vais prendre la valeur 1,3, voilà ici, et je vais projeter sur la courbe, je vais trouver la teneur en eau. Et donc, qu'est-ce que je vais trouver? Une teneur de 20 presque %.
Donc cette valeur elle est inférieure à 24%, donc ce sol argileux ne peut pas assurer une croissance normale d'une plante. Alors on arrive à la fin de l'épreuve, j'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.